Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous préparer une vidéo pour gérer la détresse émotionnelle. Je vous l'avais promis en particulier pour gérer la détresse dans le cadre du trouble de la personnalité borderline. Mais cette vidéo sera aussi utile aux personnes qui ne sont pas borderline et qui ont parfois des difficultés dans leur impulsivité, que ce soit pour la colère ou les angoisses, et qui sont débordées par leurs émotions, ou qui sont aussi débordés par la pression, parce que peut-être des deadlines, voilà, une forme de tension permanente au travail avec des deadlines à respecter et la croyance qu'on ne va pas arriver à faire ce que l'on peut faire. Alors voilà, vous voyez, j'ai des petites fiches comme ça. Donc je vous avais promis d'en faire plusieurs. Une sur la détresse émotionnelle, une sur la régulation émotionnelle, une sur la gestion des conflits, en tout cas le côté interpersonnel, donc dans les problématiques borderline, et puis une aussi sur la pleine conscience. Alors d'abord, pour parler de détresse émotionnelle, il faut en général, souvent on fait un travail de pleine conscience pour pouvoir connecter à l'émotion, aux pensées, et pour arriver à avoir une jauge émotionnelle, c'est-à-dire de connecter suffisamment à ces sensations corporelles pour pouvoir identifier l'émotion. Encore faut-il l'identifier. Parfois, effectivement, les borderline sont tellement débordés par les émotions qu'ils ne savent plus d'abord à quoi servent les émotions et parfois mettre un mot sur une émotion. Et le fait de faire de la pleine conscience, ça aide à reconnecter aux sensations et de savoir mettre une échelle de valeur au niveau des émotions. C'est-à-dire 0 sur 10, je suis dans mon mode enfant heureux, tout va bien. Entre 1 et on va dire jusque 5, je suis dans la régulation émotionnelle, dans le sens où je suis encore en capacité de prendre du recul au niveau cognitif, donc au niveau de mon raisonnement et des pensées, et prendre de la distance émotionnellement pour mettre en place des choses, que ce soit de la résolution de problèmes, que ce soit de la régulation émotionnelle, que ce soit de la gestion de conflits. Par contre, passer 7 sur 10, donc dès que je suis à 7, 8, 9 sur 10, je suis en détresse émotionnelle. Arrivé à 9, 10 sur 10, on est dans la situation d'extrême urgence, en tout cas pour un borderline, où on est là sur des tentatives de suicide ou se faire très très mal. En général, à 9 ou 10 sur 10, moi j'autorise le patient à m'appeler dans un cadre défini, c'est-à-dire quand je peux rappeler 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, pour pouvoir apaiser et éviter justement la situation d'urgence qui est de rentrer justement aux urgences ou en HP. Mais on va dire que de 7 à 9, on est déjà dans la détresse émotionnelle qui va monter et qui pourrait basculer vers la situation d'urgence. Ce que je vais vous présenter là maintenant, c'est des techniques pour gérer justement la détresse émotionnelle. Mais encore faut-il que vous puissiez déjà, dans votre régulateur interne, votre jauge, votre météo interne, savoir suffisamment de conscience de vous pour dire où je suis dans ma jauge émotionnelle. Est-ce que je suis plutôt à 3, 4 sur 10 et dans ce cas-là, je suis en mesure de prendre du recul avec mes pensées, en tout cas au niveau de la cognition, de résolution de problèmes, de gestion de conflits, de pouvoir exprimer mes besoins. Est-ce que je suis en détresse émotionnelle? Et là, en général, je suis quand même un peu déconnectée du cortex qui est le cerveau du raisonnement. Je suis tellement débordée par mon émotion que je ne peux pas prendre de distance ou de recul au niveau cognitif, au niveau de ma réflexion, de mon discernement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on appelle détresse émotionnelle? C'est déjà important. Donc déjà, je vous ai dit, on est à 8, 9 sur 10. À 10, on est déjà dans la situation d'urgence. C'est quand vous vivez une émotion qui est tellement intense, tellement ingérable, que cela vous donne envie de vous faire du mal. Donc, je me coupe, automutilation, autodestruction, brûlure, ou de tomber dans un comportement d'addiction. Drogue, alcool, porno, infidélité. D'accord? Donc, l'émotion est tellement ingérable et tellement intense que j'ai envie de me détruire par des comportements qui sont soit auto-centré dans la mutilation ou aussi vers l'extérieur, hein, dans la colère, je m'agresse tout seul ou j'agresse l'autre. Ça peut être aussi, la détresse émotionnelle, c'est aussi quand vous avez une situation où vous êtes submergé par des contraintes et surtout la notion de temps qui fait que vous ne savez pas par quel bout prendre la situation, vous avez l'impression que vous n'avez pas arrivé
à vos fins ou à vos objectifs ou pas à faire ce que vous voulez et ça vous met une tension, une pression telle que quelque part, effectivement, ça peut générer aussi des comportements inappropriés. Donc ça, c'est pour comment reconnaître la détresse émotionnelle. L'objectif, je lis mon petit papier, est de laisser passer l'émotion sans se faire du mal. De toute façon, l'émotion ne dure jamais. C'est vrai que j'accompagne effectivement quelques personnes qui ont le trouble de la personnalité borderline et qui disent de toute façon, quand je me fais du mal, je fais du mal qu'à moi. Ok, sauf que moi, en tant que thérapeute, ces personnes sont importantes à mes yeux, je n'ai pas envie qu'elles se fassent mal. Donc, dans la détresse émotionnelle, ce que je souhaite, c'est les maintenir en sécurité, y compris dans ce qui peut être dommageable pour leur intégrité physique. Hein. Donc, c'est important de trouver des dérivatifs pour ne pas se faire mal ou ne pas faire mal aux autres, hein, normalement. Alors, cette phase-là nécessite souvent la pratique de la pleine conscience, ça je vous en ai parlé au début. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord réussir à connecter à son émotion, à ses pensées et savoir la situer sur une jauge émotionnelle. Ah, mon petit chat pleure, je ne sais pas ce qui lui arrive. Alors, j'attaque sur les techniques. Donc certaines techniques, la vidéo risque d'être un petit peu longue, écoutez, c'est pas grave, sinon vous mettez en pause et puis vous regardez ça le soir ou le week-end. Certaines techniques, je les avais déjà présentées dans des vidéos précédentes et de façon isolée. Là, j'ai vraiment fait un résumé de toutes les techniques. Ça n'empêche que certaines, vous allez pouvoir les mettre en application dès maintenant. D'autres, il faut un entraînement, alors qu'on fait soit en cabinet, en thérapie, ou soit vous pouvez vous entraîner, mais tout seul. Hein. Ça va être le cas, par exemple, de la cohérence cardiaque, de la pleine conscience, des relaxations. Allez, on attaque avec les techniques. Alors, première technique, c'est changer la chimie corporelle. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est aller activer de manière rapide le système parasympathique en activant le froid. Alors, comment j'active le froid? Je vais, au moment où je suis débordée émotionnellement, aller mettre le robinet en mode eau glaciale. Je mets l'eau sur mes mains, sur mon visage, sur mon cou. Je peux aussi aller prendre une douche glaciale ou alors, la meilleure façon encore, c'est de prendre des glaçons, un bac à glaçons avec un pack de glaçons et vous l'appliquez sur le visage, sur le cou, sur les mains. Ça va activer le système parasympathique. Ça fait aussi un choc thermique qu'on déconnecte un petit peu de l'émotion. Hein. Une autre technique, c'est faire une activité intense pendant au moins 20 minutes. Là, vous avez tout un tas d'activités que vous devez choisir, qui sera la plus appropriée en tout cas pour vous. Ça peut être effectivement d'aller courir, ça peut être de frapper dans un sac de boxe, ça peut être de faire des pompes, ça peut être de faire des sauts, des burpees, hein, de hurler dans la voiture, mais au moins pendant 20 minutes, l'idée étant là de créer une intensité pour là aussi se déconnecter de ses émotions. Une autre technique, c'est de saturer son esprit avec d'autres pensées. Alors, il y en a déjà aussi certaines que j'avais évoquées dans des vidéos. On peut décompter dans sa tête en partant de 100 jusqu'à 0, de 2 en 2 ou de 3 en 3. Donc 100, 98, 96, 94. Plus ça devient facile, plus vous pouvez apporter de la difficulté en décomptant de 3 en 3 par exemple. Vous pouvez aussi compter par exemple dans votre environnement le nombre de briques, le nombre d'arbres, le nombre de lampadaires, le nombre de personnes. Pourquoi? Pour vous. En fait, on est dans la diversion aussi. Hein. On sature avec d'autres informations, mais on est aussi dans la diversion. Vous pouvez chanter une chanson ou une prière. Les personnes qui sont effectivement très religieuses, que ce soit les catholiques ou les musulmans parfois, le fait d'avoir une prière ou un mantra aussi, ça peut aider. Ça permet de saturer l'esprit avec d'autres pensées. Et comme forcément, à un moment donné, ce sont aussi les pensées qui peuvent générer les émotions, ça permet aussi de détourner l'attention. Vous pouvez repenser à un souvenir agréable. Donc là, c'est aussi saturer son esprit avec d'autres choses. Vous avez la méthode 5, 4, 3, 2, 1 qui est trouver 5 objets rouges, 4 objets verts, 3 objets jaunes, trouver 2 sons et trouver une odeur. Ça, c'est pour saturer son esprit avec d'autres pensées ou détourner aussi les pensées vers autre chose. On va utiliser les sensations pour court-circuiter l'émotion et diriger l'attention ailleurs. Alors, vous pouvez utiliser des glaçons que vous allez prendre dans votre main et que vous allez tenir très très fort jusqu'à la brûlure. Ça brûle, mais c'est toujours moins dommageable que de se couper ou que de se brûler avec du feu ou avec des cigarettes. Vous pouvez manger un piment ou un citron. Donc, par exemple, dans la voiture, vous pouvez toujours avoir des petits piments avec vous, vous vous garez, vous prenez un piment, ça va court-circuiter l'émotion. Vous pouvez manger du tabasco, vous pouvez sentir une odeur très forte et désagréable.
vous pouvez mettre une musique apaisante, vous pouvez toucher un tissu rassurant de type doudou. Donc ça, c'est utiliser les sensations pour court-circuiter l'émotion et diriger l'attention ailleurs. Ensuite, on va utiliser la distraction, donc en réduisant le contact avec ce qui stresse, à utiliser quand le problème ne peut pas être géré. Alors, qu'est-ce qu'on a comme technique de distraction? Vous pouvez faire des activités de flow. Ça, j'en ai déjà parlé souvent dans d'autres vidéos. Une activité de flow, c'est une activité qui demande suffisamment de maîtrise et de concentration pour être tellement absorbé par cette activité que vous n'aurez pas le temps d'être concentré sur d'autres pensées ou sur vos sensations corporelles. Vous pouvez contribuer à aider les autres. Donc le fait d'être totalement centré sur l'autre, vous vous déconnectez et de vos pensées et de vos émotions pour être totalement centré sur l'autre et donc ça va atténuer, en tout cas moins développer cette sensation émotionnelle. Vous pouvez comparer votre situation à d'autres personnes pour les minimiser. Alors effectivement, on ne compare pas les souffrances, ça c'est sûr, mais parfois, alors, ça demande quand même un peu de capacité cognitive, hein, donc quand on est très très fort dans l'émotion, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais c'est de dire, voilà ce qui m'arrive, voilà ce que je suis en train de vivre, et si je compare un petit peu à d'autres personnes qui ont vécu des choses plus difficiles que moi, en fait c'est quand même quelque chose que je pourrais surmonter. Le fait de comparer peut aider, en tout cas, à relativiser quand on a encore cette capacité à aller dans le cortex et à pouvoir faire preuve de discernement. S'il y a trop d'émotions, il faut d'abord déconnecter et court-circuiter les émotions. Vous pouvez aussi créer une émotion opposée ou différente à celle que vous ressentez. Par exemple, si c'est la tristesse qui vous envahit, allez provoquer une activité qui génère de la joie. Donc peut-être regarder un sketch drôle ou un film drôle. Si au contraire vous vivez l'angoisse ou la peur, l'émotion inverse de la peur, c'est la sérénité. Donc vous pouvez dans ce cas-là travailler sur ce qu'on appelle le lieu sécure. Donc ça, je pense que j'ai dû faire une vidéo sur le lieu sécure sur ma page YouTube, où vous pouvez en parler avec quelqu'un pour qu'il puisse vous rassurer. Donc vous amener de la sérénité et vous amener de la sécurité. Vous pouvez aussi créer de la distance physique ou en imagerie avec vos émotions ou avec vos pensées ou vos souvenirs ou vos images qui créent peut-être effectivement ces émotions. Alors, soit de la distance réelle, donc si c'est la situation, vous prenez de la distance et vous quittez le contexte, vous quittez l'environnement, la situation, soit vous pouvez en auto-hypnose créer alors soit une bulle de protection qui fait que quelque part on ne peut pas vous atteindre, soit une douche virtuelle qui va à un moment donné laver et donc enlever toutes les émotions désagréables et les pensées peut-être inappropriées, ou vous pouvez aller sous forme d'auto-hypnose utiliser la technique du contenant. La technique du contenant, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo qui doit être effectivement sur ma page YouTube et aussi sur cette page Facebook. Donc c'est en auto-hypnose d'utiliser un contenant, d'y mettre tous les souvenirs, toutes les images traumatiques, toutes les pensées, toutes les émotions, fermer le contenant, le mettre dans un endroit où on ne peut pas le retrouver. Ça fonctionne très bien pour certains, pour d'autres ça fonctionne moins bien parce qu'effectivement ils n'ont pas cette capacité d'imagerie. Hein. Ça se travaille aussi en thérapie d'ailleurs, en cabinet. Ensuite on va apprendre, alors, dans le cas de la colère, on va apprendre à gérer sa colère, son impulsivité à travers la colère avec la méthode STOP. Donc c'est un acronyme S-T-O-P. Donc ça va être le S de s'arrêter. Il faut aussi à un moment donné arriver à repérer la jauge émotionnelle et quand la jauge arrive à une forme de débordement émotionnel, on applique la méthode STOP. Donc c'est je m'arrête, je me fige, je ne bouge plus. Un peu comme si je mettais la caméra en stop. Ensuite le T, c'est le T de différer le temps. Une personne qui est dans une émotion intense, quelle qu'elle soit, ne pourra pas communiquer. Je dis souvent moi en cabinet, même c'est pas parce que je suis thérapeute, si j'ai une émotion et j'en ai, comme tout le monde, des émotions très inappropriées, si je communique, si je parle à quelqu'un à ce moment-là, je vais moi aussi utiliser des mots qui ne sont pas appropriés ou avoir des comportements qui ne sont pas appropriés. Voilà pourquoi il faut repérer sa jauge émotionnelle et temporiser, différer dans le temps. C'est-à-dire savoir dire, ok là je ne vous réponds pas maintenant, je me sens en colère, je ne me sens pas bien, j'ai besoin d'un moment et je reviendrai par contre dans la discussion. Toujours par contre revenir dans la discussion, sinon on ne traite pas le problème et on ne traite pas le conflit. Quand on a une blessure d'abandon, on n'aime pas les conflits parce qu'on a une croyance que conflit égale déception égale abandon. Et on laisse pourrir le problème alors qu'il est important de revenir sur le problème pour le traiter.
Ensuite, on a le O, donc c'est le O de observer. Alors, observer, il faut d'abord s'être calmé avant. Donc, quand vous allez temporiser, quand vous allez prendre du temps pour peut-être vous calmer, là, vous pouvez utiliser quelques techniques pour calmer l'émotion. Techniques que je vous ai données précédemment. Taper dans un oreiller, prendre de l'eau froide, etc., etc. Et puis, une fois que vous êtes calmé, vous pouvez observer l'environnement de votre point de vue et du point de vue de l'autre. Et de vous dire, tiens, qu'est-ce que moi je ressens? C'est quoi mon besoin? Qu'est-ce que lui pourrait bien ressentir? Qu'est-ce qu'il pourrait bien aussi avoir besoin? Pour essayer de trouver une forme d'accord gagnant-gagnant, en fait, finalement. Et faire déjà une forme de résolution de conflit ou résolution de problème quand vous allez revenir dans la relation. Et puis le P, c'est le P de poursuivre en pleine conscience. C'est de dire, quand je reviens dans la relation, je vais essayer en pleine conscience de me focaliser sur mon objectif. En fait, là, je suis en colère. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose, parce que peut-être j'ai pas été respectée, parce que j'ai une de mes valeurs qui n'ont pas été respectées, parce que peut-être ça touche à une de mes blessures d'enfance, ça touche au fait que peut-être je ne suis pas important ou qu'on m'a rejeté. Mais je vais essayer en pleine conscience de dire, mon objectif c'est quoi? C'est peut-être d'exprimer sans violence le fait que je ne suis pas d'accord. Mon objectif, c'est peut-être de maintenir cette relation, parce que je n'ai pas envie d'être rejetée. Si je confronte dans la colère et dans la violence, je vais forcément être rejetée. Donc c'est comment j'arrive à définir ce que je veux, mon objectif, et quand je vais retourner dans la relation, ça sera effectivement de pouvoir exprimer de manière non violente. Et là, je fais un pont vers une autre fiche technique qui s'appellera les relations interpersonnelles. Comment exprimer de manière non violente ma colère et mes besoins. Et j'ai déjà fait aussi sur YouTube, dans la playlist assertivité et affirmation de soi, une vidéo là-dessus, mais je pense que je reviendrai aussi sur ça. Donc ça, c'est la méthode STOP pour gérer l'impulsivité et les colères. Ensuite, vous pouvez, alors ça demande aussi un peu de recul au niveau cognitif, donc au niveau du discernement et de la réflexion, faire un tableau avec les avantages et les inconvénients du comportement que peut-être vous avez envie de faire pour vous soulager. J'ai une émotion qui est très forte, un vide intérieur, une tristesse, la colère, l'angoisse. J'ai peut-être envie de me couper, ou j'ai peut-être envie de taper dans les murs, ou j'ai peut-être envie d'agresser l'autre, ou j'ai peut-être envie de prendre de l'alcool, ou prendre un cannabis, fumer du cannabis, parce que ça va me calmer. L'objectif, c'est d'avoir un petit tableau avec les avantages et les inconvénients, et de décrire c'est quoi les avantages si j'ai ce comportement, et c'est quoi tous les inconvénients, et peut-être les conséquences à long terme si j'ai ce comportement. Vous vous rendrez bien compte que souvent, le seul avantage, il est de ne pas vivre l'émotion. Alors qu'il va falloir apprendre à gérer l'émotion et à mieux l'accepter et mieux la vivre. Les inconvénients, c'est effectivement je me fais mal, je crée du conflit avec les autres, ça n'améliore pas ma capacité à gérer l'émotion, etc., etc. Alors, une autre technique, c'est s'apaiser et améliorer le moment. Alors, comment on fait? Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, ou faire une technique de respiration qui s'appelle la crise de calme. Tout ça, c'est pareil, j'en ai déjà parlé. Et vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube dans la partie, la playlist qui s'appelle Stress, Anxiété, Troubles anxieux, je crois. Vous pouvez faire de la relaxation, un scan corporel, ou bien effectivement penser à un lieu sécure, ou de la pleine conscience. Tout ça, on l'apprend en général en cabinet. Si vous voulez l'apprendre seul, vous avez des applications comme Respirelax, comme Petit Bambou, sur YouTube, tout un tas de vidéos qui vous permettent de faire de la pleine conscience ou de la relaxation. Ensuite, vous pouvez en imagerie retrouver les souvenirs. En général, quand l'émotion est débordante, c'est parce qu'il y a eu des souvenirs. Ça est venu connecter à des souvenirs d'enfance, plus ou moins traumatiques. Vous pouvez reconnecter à ces souvenirs quand ils ne sont pas trop traumatiques. S'ils sont vraiment traumatiques, il vaut mieux le faire avec un thérapeute. S'ils sont, de votre point de vue, plutôt gérables, que vous pouvez retourner en imagerie dans ces souvenirs, vous pouvez effectivement, à l'aide de votre thérapeute ou seul, réinventer le script, le scénario, avec un script plus heureux où vous confrontez le parent, où votre partie adulte vient réconforter votre partie vulnérable, où votre partie adulte vient mettre peut-être des limites au parent qui a peut-être été maltraitant, ou lui expliquer quelque part qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Voilà, c'est comment en imagerie j'arrive à construire une fin plus heureuse. Attention, ça demande du travail comme en cabinet. Vous pouvez vous lancer éventuellement dans cette aventure. Je crois aussi que j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur YouTube sur du reparentage.
Mais avec un thérapeute, c'est mieux parce que au début, le thérapeute va jouer le rôle de l'adulte sain, ce que ne sait pas faire le patient. Et au fur et à mesure, à force de travailler avec le thérapeute, le patient aura compris par effet de transfert et de mimétisme, aussi d'effet miroir, comment le thérapeute fait pour arriver à le faire lui-même. Donc, par exemple, pour un schéma d'imperfection, de dire voilà, en fait, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas naze, vous avez des qualités, c'est pas parce que votre parent a fait ça ou c'est inadmissible ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Il arrivera après par la suite à le faire par lui-même et donc à faire taire le parent punitif, par exemple. Bon, là je vais déjà un petit peu loin dans la thérapie, dans les modes, mais c'est une possibilité en tout cas. Ensuite, vous avez aussi une technique qui est de trouver un sens ou un objectif. Le fait de se focaliser sur un vrai challenge, sur un objectif de vie, fait que quelque part vous êtes totalement absorbé par cet objectif et vous êtes un petit peu moins dans vos pensées, dans vos souvenirs, dans vos images un peu traumatiques. Là on est plutôt sur du long terme, puisqu'on parle d'améliorer le moment. Se concentrer sur le moment présent à travers vos 5 sens. Effectivement, le passé n'existe plus, le futur n'existe toujours pas. Et on ne peut pas le prévoir. Donc il est important régulièrement, quand les pensées vont un peu trop dans le futur ou un peu trop dans le passé, de revenir ici et maintenant. Donc ça, ce sont aussi des techniques de pleine conscience. Revenir dans le moment présent et de dire là, à ce jour, je suis dans cette pièce, j'observe qu'il y a ces objets, ces couleurs, ces sons, je peux observer ma respiration, je suis en contact avec le sol. C'est se réancrer. Ce sont des techniques d'ancrage. Je vous en ai donné quelques-unes sur YouTube aussi. C'est le fait de se toucher, de réancrer les pieds comme un arbre dans le sol. Je reviens dans le moment présent avec des techniques d'ancrage. Autre technique, c'est d'analyser les 3 types de problèmes. Les 3 types de problèmes, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, problème de type 1 qui est réel, qui est immédiat, il y a des solutions, on va aller chercher, on va faire de la résolution de problème. Problème de type 2, c'est réel, immédiat, il n'y a pas de solution, on va travailler sur l'acceptation. Je ne dis pas que c'est simple, mais s'il n'y a pas de solution, ça ne sert à rien ni de stresser, ni de mettre beaucoup d'énergie à tenter de résoudre quelque chose pour laquelle il n'y a pas de solution. Et enfin, le 3e type de problème, c'est le problème qui n'est pas réel, qui n'est pas immédiat, qui est une projection de vos peurs. Et dans ce cas-là, on travaille à nouveau sur les pensées, les représentations, soit pour essayer de les rationaliser avec des faits, soit à un moment donné, au contraire, pour essayer de laisser passer les pensées et de ne pas s'y accrocher avec les techniques de diversion ou de dérivation, ou de diversion. Voilà, j'ai oublié le mot. Et puis, la dernière chose, c'est la thérapie de l'acceptation. Excusez-moi, on m'appelle, je vais rejeter. Hop. La thérapie de l'acceptation, c'est d'accepter, justement comme il est expliqué dans le problème de type 2 ou le souci de type 2, accepter que les faits sont les faits et qu'on ne peut pas les changer. Par contre, on peut accepter les faits, mais il ne faut pas accepter les interprétations. Donc, il faut aussi repérer les interprétations pour ne pas les accepter. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez eu un parent maltraitant. Indéfiniment, vous cherchez à vous faire aimer de lui. Vous cherchez à ce qu'il reconnaisse qu'il a été maltraitant. Il est dans le déni. Il va falloir accepter les faits. Les faits, c'est que vous avez un parent maltraitant et dans le déni. Par contre, il ne faut pas accepter l'interprétation que vous en avez fait en tant qu'enfant et peut-être encore en tant qu'adulte qui dit « je suis mauvais, je ne suis pas à la hauteur, je suis nul, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut aimer ». Il y a bien une différence entre le fait de dire « j'ai eu un mauvais parent et je l'accepte et je dois faire le deuil de mon parent idéal », donc acceptation. Par contre, ça n'a rien à voir avec moi. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ça veut dire que ce parent n'a pas su nourrir ou du moins aider à mon développement affectif ou à prendre confiance en moi, etc., etc. Voilà, alors forcément je vous ai livré un petit peu tout ça en vrac. Moi en cabinet on les travaille, alors il y a des petites fiches comme ça, mais j'ai travaillé aussi de manière individuelle. On fait des exercices sur le lieu sécure, des exercices sur la pleine conscience, des exercices sur le respire relax. Il y en a quand même certaines que vous pouvez déjà tester vous-même, tout ce qui est changement de température, activité intense, les piments, les glaçons, les 5 sens. Voilà, je pense que je vous ai donné quand même pas mal de choses pour tenter d'apprivoiser
votre détresse émotionnelle. Plus vous serez dans les comportements d'évitement, donc je fuis mon émotion, je fuis en me faisant du mal, je fuis en prenant de la drogue, je fuis en fumant, je fuis... Moins vous apprenez à apprivoiser cette émotion. Cette émotion, elle est là pour une bonne raison. Souvent, c'est parce qu'il y a une blessure qui a été activée. Dans le cas des borderline, mais pas forcément que les borderline, dans tous les cas, c'est qu'il y a une blessure qui a été activée. Donc on est en mode enfant vulnérable, l'enfant qui se sent abandonné, l'enfant qui n'a pas été écouté, l'enfant qui est rejeté, l'enfant qui a été... voilà. Ou l'enfant en colère parce qu'il a vécu une injustice. Quand vous fuyez, vous êtes en train de dire à l'enfant « je ne veux pas t'écouter » et je ne te rassurerai pas. Alors qu'en thérapie, on apprend à aller rencontrer l'enfant, lui dire là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ok, donc c'est pour ça que tu te sens angoissé. Ok, là tu es en train de revivre, en tout cas tu as l'impression de revivre ce qui t'est arrivé dans l'enfance. Ok, dis-moi ce que tu ressens. Ok, tu as peur. Dis-moi, tu as peur de quoi? Très bien. Alors, si tu as peur, on va peut-être pouvoir trouver des solutions pour régler ça. Et ça, c'est la partie adulte qui va réussir à parenter ou reparenter justement l'enfant vulnérable ou l'enfant en colère. Si vous fuyez, on appelle ça aussi le protecteur détaché, c'est je ne veux pas ressentir cette émotion, je ne veux pas la ressentir. Donc l'enfant qui a peur, je m'en fiche quoi. Et donc, ça n'aide pas à la guérison. Voilà, j'espère que cette vidéo quand même qui fait 26 minutes vous aura été utile. Bien évidemment, il faut revenir en détail sur les techniques, hein, mais au moins là, vous avez une vision d'un ensemble de techniques pour gérer la détresse émotionnelle. La prochaine vidéo que je ferai, ça sera sur la régulation émotionnelle. Donc la régulation émotionnelle, on est sur une jauge émotionnelle qui est en dessous de 7. Donc on est entre 3 à 6. Donc ça veut dire qu'on est encore capable de discernement, de réflexion, de prendre du recul. C'est-à-dire de gérer les conflits, d'apprendre à repérer mon émotion, à les verbaliser, apprendre à exprimer mes besoins, apprendre à comprendre aussi comment mieux communiquer avec l'autre, etc. etc. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous.